aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Fight! I am the champion of the ninjas. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et cette fois on vous prépare un énorme épisode, quelque chose d'assez spécial. Donc plus 2, plus 3, nous voici tous. Salut Fred, comment ça va mec ? Très bien, et c'est vrai que oui, cette fois-ci on est 3 et ça fait toujours plaisir d'avoir Fabien sur le podcast. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc comment ça va Fabien ? Ouais, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, merci beaucoup. Oui, ça me fait vraiment plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas pris l'antenne et voilà, je suis heureux de vous retrouver. Ah oui Fabien, la dernière fois qu'on t'a eu c'était ta superbe saga Piranha. Ah oui, et puis j'avais fait la première fois que j'étais maître du jeu, donc c'était pas évident, mais je suis content, j'ai eu des compliments, ça m'a vraiment fait plaisir. Et Fabien, en plus, là, tu nous as... Enfin, tu m'as réservé une petite surprise, parce que là, on va parler d'une grande partie de mon enfance aux USA. On va parler donc des Choisis ton aventure. Alors, choose your own adventure, avec l'accent bien franchouillard. Voilà, c'est pas mal, ça passe avec l'accent. Fred, tu nous fais un test avec l'accent aussi ? Ninja! Voilà, c'est parfait quoi. Donc aujourd'hui, justement, les aventuriers, nous allons discuter de la saga des livres-jeux, les livres dont vous êtes le héros à la sauce américaine, qui était même avant. On va vous parler de tout ça en détail. Mais nous voici partis pour un nouvel épisode sur les Choose Your Own Adventures. Et oui, donc vous savez les auditeurs, avant de commencer nos émissions, on est bien à avoir vos retours, donc on va parler de ceux qu'on a eu récemment. Donc là on a un petit commentaire YouTube, ça fait toujours, c'est toujours sympathique. Et là c'est un nouvel auditeur, il semblerait, Mr Bennett. Donc il faut savoir que oui, donc lui avec le confinement, comme tout un chacun, il s'est un peu ennuyé, donc il a fait jouer des livres dont vous êtes le héros à ses compagnons rôlistes d'habitude, qui étaient ses compagnons réguliers, via WhatsApp, façon talkie-walkie. Et en fin de compte, il a enregistré et monté le tout pour faire une sorte de podcast narratif basé sur ses aventures. Donc il appelait ça le TWAG, le Talkie-Walkie Adventure Game. Donc il faut savoir que pendant le confinement, ils ont eu le temps de faire 2 histoires qui sont les Rôdeurs de la Nuit et le Lit du Roi Lézard. Et donc si vous voulez retrouver ce qu'il a fait, son TWAG, c'est sur Instagram et c'est à @jdr-8vintage. Voilà, on l'encourage et on lui souhaite un bon démarrage. Ici, pour en faire d'autres, ça serait sympa, quoi, comme ça... et ouvrir aussi peut-être des séries que nous on connaît pas. Et nous on est très très heureux aujourd'hui de vous présenter quelque chose qui est en France qui est presque anecdotique et qu'il y a que Fabien qui connaissait. Et la population québécoise, Fabien aussi, non ? Oui, il y a pas mal de Québécois qui ont eu plus de bouquins que nous, en version française, mais bon, ici en France, il y a eu 10 livres qui sont sortis. C'est très peu, comparé à tout ce qui est sorti aux États-Unis, mais bon, c'est mieux que rien, on va dire, Ah voilà, donc exactement comme on parlait les aventuriers, on est tous là, on va être vraiment en plein mode années 80. Alors voilà, bien sûr, l'émission comme vous avez vu, on ne va pas discuter de Livingstone ou de Jackson, qui sont souvent nos mascottes, nos idoles, qui nos muses, si je puis dire, Fred, du podcast. Mais nous allons parler donc d'une saga de livres qui existait bien avant eux, et donc les Choose Your Own Adventure, ou en français, Fabien, comme tu avais dit, en French. Choisis ta propre aventure. Voilà, qui a rendu bien populaire nos livres que l'on aime tant, voilà, les fighting fantasy. Comme Fabien l'a dit, en fait, oui, c'est culte aux États-Unis, mais en France, 10 titres seulement en France, et sachant qu'aux États-Unis, il y a plus de 230 livres, donc il y a une sacrée différence. Et donc nous, sur le podcast, grâce à Fabien et ses connaissances, on répare cette injustice et on va tout vous raconter sur ces fameux 10 livres. Et on parlait d'une différence entre 10 livres et 230 livres, et sachez que les Choose Your Own Adventure, ils étaient antérieurs, donc... il y a des différences avec les défis fantastiques, et donc on va revenir là-dessus. Allez, lance-nous dans le sujet, on y va. La première chose qu'on va discuter, justement, c'est la différence. Le cri du ninja. Ninja! Alors, quelle est la différence entre un Choisis ta propre aventure et un livre dont vous êtes le héros de chez Folio et Gallimard? Alors, dans les Choose Your Own Adventure, il n'y a pas de dés, pas de points de vitalité, pas de force, pas d'endurance, pas de chance, tout ce que tu veux, voilà, il n'y a rien de tout ça, il n'y a aucun attribut de jeu de rôle, en fait. Alors, vous me dites, mais attends, il y a quasiment que dalle. Attendez, ça veut pas dire que c'est nul, on va se calmer, c'est pas un truc où il y a rien. Alors, on continue sur il y a rien, par contre, il n'y a pas d'armes, voilà, c'est pas de...
par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de labyrinthe interminable. Donc voilà, ça me fait bien plaisir. Il n'y a pas de sort de magie. Il y a beaucoup d'histoires qui sont contemporaines, par contre, mais pas toutes. Il y aura de la science-fiction, de l'heroic fantasy, mais aussi des thèmes un peu plus pop, comme devenir un musicien, apprendre le karaté. Bref, vous allez voir, il y a énormément de choses, c'est incroyable. Alors, la difficulté est quand même très très moyenne. On sent que c'est réglé d'une façon à ce que ça touche une majorité du public, sans trop le frustrer. Mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a un tas de fins dans les livres. On peut même utiliser le mot énormément. Il y a énormément de fins dans ces livres, ce qui est vraiment intéressant. Déjà, quand on dit qu'un livre dont vous êtes le héros, on a toujours une possibilité d'avoir une aventure très différente. Souvent, les fins sont identiques. Et là, justement, le Choose Your Own Adventure nous propose carrément des fins bien différentes l'un de l'autre. Et vous allez voir, c'est assez amusant. Alors, une chose assez intéressante aussi dans ces livres Choose Your Own Adventure, c'est que nous jouons souvent un héros qui est un pré-ado, un jeune ado, voilà, un enfant. Et s'il meurt, voilà, c'est assez atroce. Et on retrouve justement ce charme, en fait, des années 70 et 80. On en parle souvent avec Fred et Fabien. C'est ce côté un peu plus dark fantasy. Voilà, c'est que les films d'horreur, tout ça, un peu plus pour la jeunesse, c'était un peu plus mature. Les mecs, si je peux me permettre, c'était des choses où on choyait un peu moins son jeune public. Quelque chose qui est très présent, justement, dans les livres dont vous êtes le héros. Alors, justement, on s'amuse à essayer tous les chemins possibles, à avoir toutes les fins. Vous allez voir, c'est vraiment une partie de plaisir. Les livres sont assez courts aussi, donc c'est assez facile de se relancer dans une aventure. C'est pas comme un Dragon d'Or où ça peut nous prendre peut-être plusieurs après-midi ou une bonne journée complète. Enfin, ça dépend après si on veut choisir tous les paragraphes ou pas. Alors, au fil des volumes de cette collection, les fins seront moins nombreuses. Vous allez voir qu'il y a un côté, bien sûr, business qui commence à se lancer. Ça commence à être plus, bien sûr, on réduit la qualité pour plus de quantité. Le cliché, quoi, de ces créations. Alors, les auteurs voulaient justement étoffer l'histoire en ne voulant plus que les personnages meurent au bout de quelques minutes de lecture. Donc, voilà, la cible de ces livres est davantage pour le jeune public que pour un ado ou un adulte. Mais ça reste malgré tout un bon moment amusant. C'est une partie de plaisir. Ça peut être très, très sympa. Et vous allez voir justement que plonger dans ces livres qui sont pour jeunes publics, en fait, en tant qu'ado, adulte, voilà, on se marre bien. On passe un bon moment. Je confirme, moi je les ai tous faits. Et enfin, ceux qui sont sortis en français, ils sont très amusants. Et puis on a envie de savoir toutes les fins, justement. Elles sont tellement surprenantes qu'on a envie de toutes les faire, tous les paragraphes pour avoir la surprise. Et écoutez les gars, je vous propose justement, Fred, il y a un détail assez important, c'est comment est-ce que tout cela a commencé? Parce que si c'est avant l'époque des livres dont vous êtes le héros, il doit y avoir une histoire assez intéressante. Tu nous en parles? Oui, voilà nos nouvelles muses, les muses de cet épisode. C'est Edward Packard qui a eu cette idée. C'est une bonne idée grâce à l'aide de ses filles, il faut le savoir. Donc là, on vous explique toute l'histoire. Donc Edward, il faut le savoir, il est avocat, mais il adore passer son temps libre à écrire. Il veut écrire pour ses enfants, il n'était pas du tout passionné par son métier, il voulait être édité et vivre de son écriture. En 1969, il essaie d'écrire un roman pour la jeunesse. C'est l'histoire d'un garçon Pete qui est sur une île tropicale mystérieuse. Il n'est pas du tout prévu d'écrire un roman interactif, mais là, c'est le drame. Pour tout auteur, sa page blanche pour la fin. Il n'a pas de fin pour son roman, donc c'est un peu problématique quand même. Et donc là, il demande à ses deux filles qui sont jeunes, donc qu'est-ce qu'elles feraient. Et là, ces deux filles qui étaient adolescentes, elles sont pas d'accord, donc elles donnent chacun des fins différentes. Et là, il se dit, mais en fin de compte, c'est génial comme idée. En fait, faut pouvoir agir sur le destin de son héros, et donc il réécrit son histoire de façon plus interactive, avec des multiples choix au niveau des paragraphes. Et en fait, il intitule ce premier roman donc interactif, Sugarcane Highland, donc, qui présentera avec beaucoup de fierté et d'entrain à tous les grands éditeurs américains, qui le refuseront, forcément. Les boîtes d'édition à cette époque-là n'avaient rien compris au concept de l'interactivité. Ils ont dit ça marchera jamais, c'est trop compliqué, c'est trop bizarre, les gamins ils comprendront rien. Et en fait, c'est le plus petit éditeur pour la jeunesse, Vermont Crossroads Press Books, qui était donc situé entre à Vermont Crossroads, qui est perdu dans un col de montagne. Hein, quoi? Pardon, tu prends juste le nom de la boîte d'édition comme localisation, quoi. Ouais. Donc, c'était dirigé par Raymond Almiran Montgomery Jr., et lui s'intéressera à ce concept et à ce livre. Il voit le potentiel, il dit que c'est un projet formidable et innovateur, mais malheureusement, en fait, donc en 69, et donc en fait, le bouquin sort en 76, donc 7 ans après quand même, donc 7 ans pour éditer un bouquin, c'est quand même assez long. Et en fait, ça devient un succès critique immédiat. Les ventes étaient bonnes, mais pas non plus mirobolantes. C'est resté un peu niche, comme on aime bien dire, c'est pas assez populaire.
Et en fait, donc, l'éditeur, donc, il décida de s'associer avec un grand éditeur, Bantam Books, qui lui avait un gros réseau de distribution, qui avait les compétences de distribuer partout le titre, et éventuellement de faire des suites, de prévoir des suites, de faire plusieurs éditions, comme on dit, surfer sur le filon. Et là, en fait, ils ont décidé d'offrir carrément 100 000 livres-jeux dans les bibliothèques américaines. 100 000 livres-jeux, c'est vrai qu'il faut pouvoir les sortir comme ça, gratuitement. Et là, en fait, compte, bouche à oreille a marché, un engouement dans les librairies, et voilà, tous les enfants voulaient avoir leur propre exemplaire, parce que souvent, bah voilà, le temps de faire les aventures, tout ça, ça devait prendre du temps, donc ils étaient tellement pressés, ils voulaient, bah non, moi je veux mon bouquin. Et en fin de compte, l'éditeur lui écrira même lui-même sous le pseudonyme de Robert Montaigne. Pardon, ça me fait rire que c'est le nom de sa boîte d'édition. Et ce sera Journey Under the Sea, donc une journée sous la mer, ou un voyage sous la mer peut-être. Et là, pareil, ça sera un best-seller pour Bantam Books, donc qui demandait aussitôt à Edward Packard d'en écrire 2 autres sur le même modèle. Ils sortiront en 1978, donc là, ça allait beaucoup plus vite. Et encore une fois, c'est jackpot. Ouais, et puis cette collection, elle devait s'appeler The Adventures of You, donc les aventures de toi. Mais voilà, Bantam Books pensait que le titre Choose Your Own Adventure sonnait beaucoup mieux. Et puis voilà, donc l'éditeur s'empressa d'enregistrer le titre Choose Your Own Adventure, voilà, comme marque copyright. Et les titres, justement, s'enchaînaient entre Montgomery et Packard. Donc voilà, c'est devenu les directeurs de la collection et associés. Donc c'est vraiment... c'est marrant, hein, mais cette ressemblance entre Steve Jackson et Ian Livingstone, qui est justement l'opposé américain, voilà, qui est Montgomery et Packard. Donc c'est assez sympa. Donc ils embauchèrent de nouveaux écrivains pour continuer la série, car voilà, ils n'avaient pas le temps d'écrire eux-mêmes, hein, avec tout le boulot qu'il y a de gestion de l'entreprise. Alors, pour se diversifier, voilà, parce qu'ils avaient la concurrence, bien sûr, ça allait arriver, hein, c'est un concept qui marche, donc c'est sûr que ça va pas tarder. Donc, ils choisissent justement volontairement de rester dans un créneau enfant, jeune ado, avec voilà des thèmes différents qui s'accrochent facilement pour ce jeune public, comme de l'heroic fantasy. Et puis, leur créneau, bien sûr, c'est de faire du contemporain aussi, de l'originalité sur les thèmes possibles. Alors, ils font aussi des livres, justement, en suivant ce côté contemporain, comme, voilà, devenir superstar de foot, devenir superstar de rock'n'roll, ou carrément des thèmes de fantasy totale, comme vous devenez un requin, vous êtes Shark Boy, quoi. Donc, il y a vraiment de tout. C'est une collection qui n'hésite pas, quoi. Alors, un petit détail assez intéressant, Fabien, c'est toi qui l'as remarqué en étudiant l'histoire, c'est que on voit la diversité qui évolue à travers les éditions. Au début, c'est que des mecs, des jeunes garçons, et puis vient la fin des années 70, et là, à chaque fois, maintenant, il y a toujours 2 personnages, un garçon et une fille sur la couverture, voilà, pour, bien sûr... d'agrandir le public de lecteurs, garçons et filles, voilà, tout le monde est bienvenu. Donc en même temps, si c'est un livre sur le destin, c'est sympa de se voir portrayé dans un univers fantastique. Au final, voilà, c'est entre 1979 et 1999, c'est plus de 250 millions d'exemplaires de Choose an Adventure, voilà, qui fut vendu et traduit au total en 38 langues. C'est une collection assez intéressante. Donc au fil du temps, voilà, la série connut des ventes beaucoup plus faibles dans les années 90. Pourquoi? C'est très connu, hein, le boom des consoles à la maison, la Nintendo, la Super NES, les jeux vidéo... Et la Mega voilà, Drive, hein, t'oublies tout. Pardon. Oui, Pas bien sûr. content, hein. À Le chaque fois, Sega Kid. il dit toujours Nintendo et jamais Sega. Alors, Ah, c'est vrai, excuse-nous, moi je suis un Nintendo Boy, hein, pardon. Ouais, alors, Sega. Hein, Moi, je suis Nintendo Boy, mais c'est Sega fanboy, quoi. Mais je voulais Mega Drive, mais j'ai pas réussi à l'avoir, du coup j'ai eu la Nintendo les suivantes, hein. C'est comme ça, c'est le destin. Hein. Et comme disait la publicité, comme disait la publicité américaine, Sega does what Nintendo don't. C'est Oui, bien Je trouve vrai, que c'était un super jeu de mots, attends. Alors, les gars, donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a grandi, on faisait partie de cette génération aussi, hein, donc beaucoup plus sur les consoles, plus sur les PC, nous trois, hein, comme on est un peu plus vieux que ça. Mais voilà, donc les enfants, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une autre série qui carbure, c'est les Goosebumps, les chairs de poule. Et les chairs de poule, bien sûr, se jettent sur cette façon d'écrire des livres dont être le héros, et donc sort sa mini-série, voilà, aussi, où on peut choisir des destins bien cruels aussi, avec bien sûr le thème de chair de poule, hein, qui est l'horreur.
Donc voilà, on voit très bien que ça ralentit toujours, ça c'est très connu, hein, cette étape des années 90, mais voilà, les Choose Your Own Adventure existent jusqu'à aujourd'hui et se font toujours publier. Alors les gars, maintenant on va revenir, on va même prendre le bateau, l'avion, et on va aller sur le continent français, hein, qu'en dites-vous? Tout à fait, Xavier. Fabien, c'est quoi ça? Fabien, il esquive 2-3 podcasts et ça y est, quoi. On l'a engrainé. Fabien, alors, toi, notre spécialiste justement de la culture et de l'histoire de la France, sur tout ce qui est pop culture, parle-nous justement de l'incroyable destin des Choose Your Own Adventure en France. Bon, moi, je le connaissais pas trop, mais bon, j'avais repéré un peu, comme tout le monde, les couvertures. En fait, ils sont arrivés grâce à Gérard Devilliers. Alors, donc, Gérard Devilliers, c'est un écrivain qui est aussi journaliste. Donc, dans les années 60, il commence une série d'espionnage, en fait, avec un léger soupçon d'érotisme, et ça sera un énorme succès commercial. Donc, la série s'appelle SAS. En fait, les livres, ils se font beaucoup remarquer, c'est grâce aux couvertures. Je pense que vous les avez certainement remarquées quand on les voyait en vente. Voilà. C'est inévitable, je veux dire, c'est les couvertures avec des pin-up, on peut dire des Bond Girls, hein. SAS, c'est le James Bond français. Moi, quand je venais en vacances d'été en France, je t'admets que ça me sautait aux yeux quand j'allais dans le rayon libraire, hein. Je trouvais ça incroyable, hein. Je me dis que c'est trop bien la France, quoi. On voyait toujours une belle femme avec dans ses mains donc une arme à feu et en grand les 3 lettres SAS. Alors je ne sais pas si vous en aviez lu à l'époque ou pas, enfin moi pas du tout, hein, mais bon. Et en tout cas, dans une petite anecdote, il y a l'actrice Véronique Mouest qui a joué dans Les Chevaliers du Labyrinthe, donc une émission qui me tient à cœur, voilà. Oui, donc Véronique qui n'est plus de ce monde, hein, hélas, parce qu'elle s'est suicidée, pardon. Et en fait, elle jouait le rôle de Iselle la Fée et Velda la guerrière dans l'émission. Et en fait, elle a fait aussi la couverture d'un de ces SAS. Le livre s'appelle Manip à Zagreb. Voilà, alors donc c'est vraiment un grand succès cette collection. C'est vraiment. C'est marrant, déjà tu vois, rien que Gérard Devilliers c'est marrant ce lien qu'il y a de l'Heroic Fantasy, hein, à travers les SAS, qui aurait su qu'il y aurait justement une actrice des Chevaliers du Labyrinthe. À la fin des années 70, il sera considéré comme un poids lourd dans l'édition du livre en France. Et pendant un de ses voyages d'affaires aux États-Unis, donc il découvre le phénomène des Choose Your Own Adventure. Pardon, c'est pas gentil, quoi. C'est pas grave, c'est rien, mais c'est ma faute. Pardon. Mais en fait, il veut faire découvrir les livres pour les petits lecteurs français. Donc, avec l'aide d'un éditeur, donc les éditions du Pélican, il va acheter les droits de 8 histoires. Donc qui ont bien marché aux USA. C'est peut-être pas les 8 meilleurs, mais en tout cas, il en a choisi 8 et il les sort très rapidement en France. Donc, et comme il est quand même assez connu, bon, les enfants le connaissent pas, mais bon, les adultes le connaissent, il va mettre en grand sur la couverture son nom, Gérard Devilliers. Choisis ta propre aventure avec Gérard Devilliers. Oh, pardon, c'est assez décevant en fait, j'y pense que maintenant, mais on n'a jamais eu de SAS dont vous êtes le héros. Après, je sais pas, peut-être ça existe. Hein. Moi, je connais pas la collection, hein, donc personnellement, je pense pas que ça a dû être sorti. Hein, mais en tout cas, il en existe toujours. Ils sont toujours en vente. Donc, avec des nouvelles couvertures aussi. Hein, donc, ils ont changé les pin-up. Donc, voilà. Et ce qui est marrant, c'est parce qu'en fait, donc les premières éditions, en fait, par exemple, dans le premier numéro, le deuxième, le nom de l'écrivain n'apparaît même pas sur la couverture du livre. Par contre, on voit bien en grand Gérard Devilliers. Donc c'est quand même marrant. Donc il y a 8 livres qui sont sortis, donc entre 81 et 83. Donc ça sera une édition quand même assez sympa parce que la couverture elle est cartonnée et très résistante. Et ça c'est vrai que j'avoue, moi j'aime beaucoup, hein, parce que la couverture, moi je les ai tous et la couverture tient bien. Le seul souci c'est à l'intérieur. Alors là, par contre, l'intérieur, le papier est vraiment assez de mauvaise qualité et il a vraiment beaucoup jauni. Donc faut vraiment très faire attention. Hein. Si vous les avez, gardez-les précieusement. Donc ces livres ont été quand même un beau succès commercial. Donc même si ils marcheront moins que par exemple les folios, hein, mais ça, moi je me souviens à l'époque quand j'étais petit, je les avais trouvés à la bibliothèque de ma ville, cool. de Maubeuge, et c'est là que je les avais connus et c'est vrai que ça m'avait interpellé et j'aimais beaucoup.
Fabien qui passe un petit coucou à la bibliothèque de Maubeuge. De Maubeuge, ouais. Bon, je sais pas s'il nous écoute. Hein. Mais après, donc, en 83 arrive Le Sorcier de la Montagne de Feu. Donc après, c'est vrai que les livres dont vous êtes le héros, toute la collection Folio, bon, voilà, donc ça, ils en portent tous sur son passage et la collection Choisis ta propre aventure, elle est vite oubliée. Hein. Il y a une différence de qualité et de quantité aussi, hein. C'est ça qui est assez intimidant aussi. Hein. Le Choose Your Adventure, c'est vraiment c'est du livre-jeu basique. On choisit des paragraphes. Il y a pas le côté jeu de rôle du tout, hein, qu'on retrouve dans les Fighting Fantasy. Hein. Mais ça reste quand même ça reste quand même de l'amusement. De toute façon. Ah oui, absolument. Pas pour comment dire qu'on s'éclate pas du tout dans un choisis ta propre aventure. C'est vraiment sympa, ouais. Donc pour en revenir à Gérard de Villiers, donc il connaîtra une vie loin des plus paisibles. Hein, donc en fait, il dépense sans compter. Donc il gagne beaucoup d'argent. Donc il devient aussi reporter. Il enchaîne les mariages, il enchaîne les divorces. Donc il finira sa vie ruinée. Il décédera en 2013 à 83 ans. Et il avait tellement de dettes et il avait beaucoup de logements. Donc à travers le monde, ils ont tous été vendus pour éponger ses dettes. Voilà. Donc et en fait, il avait 52 ans quand il a sorti en France le premier Choisis ta propre aventure. Après, et sinon, 4 ans après les Choisis ton aventure, les livres de poche s'intéressera un peu à la collection. Ils retenteront l'expérience. Ils en sortiront 2, mais sans grand succès. Il n'y en aura eu que 2. Ça s'appelle Un ordinateur pas comme les autres et Vampire Express. Mais là, ça s'arrêtera. Hélas. Ouais, hélas, oui, c'est dommage, mais bon, après, voilà, donc c'est Folio a pris le dessus, et puis voilà, c'est normal. Hein, donc. Ah, c'est une sacrée concurrence, hein, Folio, oui. Et surtout que Folio a réuni... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Angleterre ou dans les autres pays, c'est un détail vraiment intéressant, c'est qu'en France, nous, tout était sous la même collection, mais en Amérique, il y avait les Destiny Quest, en Angleterre, voilà, il y avait les Fighting Fantasy, même les sorcelleries étaient un petit peu séparées, malgré que c'était pas fine aussi, mais voilà, il y a plein d'éditeurs qui sortaient ces séries, donc il fallait fouiller, il fallait chercher, il fallait voir où est-ce que c'est édité, chez qui c'était édité. Nous, en France, boum, il y a Folio Junior qui lui dit, bouge pas, on vous livre tout sous la même enseigne, quoi, c'est réglé, et on vous met même des petits designs graphiques, des icônes, comme ça, vous savez de quelle collection il s'agit. Donc disons qu'on a vraiment été bon voilà, malgré comme on disait avec Fred, hein, quand on voit les livres il y a toujours des erreurs, des errata, mais on a quand même été choyés sur le fait qu'on n'avait pas tout besoin de se casser la tête pour trouver des livres-jeux sous l'enseigne, quoi. Il suffisait que tu ailles dans le rayon jeunesse, boum, chez Folio, tu voyais tout de suite la colonne vertébrale, la tronche, que c'était un livre-jeu. Donc c'était facile à reconnaître. Oui, je reviens sur ce que tu disais, Fabien. C'est vrai qu'on disait qu'ils ont réédité, ils ont même changé de nom, parce que maintenant c'est Choisis ton aventure. Et ils trouvaient en fait les illustrations qui étaient un peu américaines, un peu vieillottes. Donc le livre de poche a embauché le dessinateur Yves Beaujard pour s'occuper de tout ça. Et en fait, on va en parler un peu plus tard dans le dossier. Mais malheureusement, donc il passait complètement inaperçu le succès qu'on sait des défis fantastiques. Voilà, donc ils devaient en sortir d'autres, mais devant cet échec, ils arrêtèrent vite, comme tu disais. Il n'y a pas eu de nouvelles parutions. Et on notera aussi que les éditions Héritage Jeunesse, un éditeur canadien, lui, dans les années 90, il publiera en langue française 24 Choose Your Own Adventure, sous le titre de Choisis ta propre aventure. Donc voilà, il y a les... Vous voyez, donc cette collection, elle est incomplète dans beaucoup de langues, à part en langue américaine, chez les Américains. Et c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'au Canada, il y a un beau succès. Et cette collection là, qui est édite au Canada, elle est trouvable en France, en import et dans certaines boutiques d'occasion ou sur Internet. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vraiment ça vous intéresse, on peut encore en trouver en langue française. Et donc, à noter que ces 24 livres font partie d'une collection plutôt adaptée à un public enfantin qu'adolescent, pré-ado qu'ado. Et il y a moins de paragraphes et des fins beaucoup plus joyeuses et moins macabres. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai qu'on a vu souvent que les livres-jeux, le public, la cible est un peu descendu d'ado, pré-ado, c'est descendu en dessous de 10 ans, j'ai l'impression, maintenant. Donc voilà, c'est un choix. Et donc, ce qui est bien, c'est que maintenant... On va vous parler des disques qui sont sortis en France après un petit interlude, je pense. Ouais, alors on est à fond dans les années 80, on est à fond... là, c'est un produit qui vient direct des États-Unis. Alors les gars, j'ai trouvé un morceau de musique de Stan Bush qui s'appelle Fight to Survive, et en fait, c'est le thème principal de Bloodsport, le film de Jean-Claude Van Damme. Van Damme, il revient, il y a double coup de pied Van Damme, et là, c'est le grand écart Van Damme.
Bim. Voilà. Et en plus, je crois que c'est dans ce film-là qu'il l'a fait pour la première fois. Ouais. Au-dessus de la ville, non, il n'est pas posé au-dessus. Bref. Donc voilà, on lance ce morceau de Stan Bush et puis on vous dit à toutes. Ninja. Oh putain, il rigole pas le tien. Ouais, bah oui, ouais. On dirait Ninja Boss, quoi. C'est Gorobai. C'est Gorobai. C'est Gorobai, ouais. Ah, bien vu, Fred. Putain, t'es chaud pour le prochain volume de Ninja, toi. Body's ready, my heart's on fire. I'm gonna push you over the wire. Perfect timing, tight as a drum. You find the battles already won. I'm taking hold of every moment, given strength by the breath of life. I'm gonna stake my claim. I'll fight to survive. I've worked hard every night and day, so I'm prepared to make my way. Mind and body are a perfect team. Now's my chance to live my dream. I'm taking hold of every moment, given strength by the breath of life. I'm gonna stake my claim. I fight to survive. I've worked hard every night and day, so I'm prepared to make my way. Mind and body are a perfect team. Now's my chance to live my dream. I'm taking hold of every moment, given strength by the breath of life. I'm gonna stake my claim. I fight to survive. My body's ready, my heart's on fire. I'm gonna push you over the wire. Perfect timing, tight as a drum. You find the battles already won. I'm taking hold of every moment, given strength by the breath of life. I'm gonna stake my claim. I fight to survive. Les mecs, ça fait plaisir là. Franchement, cette musique bien entraînante de Stan Bush, quoi, c'est chouette. Ouais, c'était bien sympa, ouais. Ninja, pardon. Faut qu'on arrête avec ça.
C'est fini, quoi. Surtout là, on va pas en parler de ninja. Donc, les 10 bouquins, ils en parlent. Il y en a pas. Il y a pas le thème sur les ninjas. Je suis navré. Putain, c'est pas possible. Tu vois, Fabien, c'est un peu comme le prof, quand la classe s'amuse, c'est le prof qui vient et qui te casse direct, quoi. Putain, Fabien, t'as même... Attends, t'as pas un livre de ninja à nous proposer, là, sur les 10 ? Non, hélas, non. Non, franchement. Ok, et si t'en caches un pour nous le révéler à la fin, est-ce que ça peut passer pour un truc de ninja ? Non, franchement, non. Fred, on fait quoi avec le double coup de pied de Van Damme, là ? Qu'est-ce que c'est de manipuler l'histoire, toi? Tu peux pas casser un peu. Bah attends, c'est un podcast dont vous êtes le héros, non ? Oui, tu peux manipuler le podcast, c'est sûr. Oh merde, ça serait un beau bordel, ça. Donc voilà, les aventuriers, qu'est-ce qu'on vous propose ? Fabien va mener la danse. Fabien va nous parler, en fait, de ces 10 livres sortis en France, car il les a tous lus. Alors Fabien, justement, dis-nous... Tiens, je vais commencer. Tu veux que je te parle vite fait duquel en premier ? Bon, on va commencer par le premier, La Grotte du Temps. Ah, alors La Grotte du Temps, voilà, écrit par Edward Packard en 1979. Alors c'est le premier volume sorti en France en 1981 aux éditions du Pélican. Alors les illustrations sont de Paul Garanger, la traductrice est Odile Ricklin. Alors The Cave of Time est le titre original et l'auteur ne sera pas noté sur la couverture. Ah, bon, hélas. Donc Fabien, si tu nous parles un petit peu, ce qu'on va faire pour les 10 livres, parle-nous justement à chaque fois des synopsis et ce qui t'a plu de ces livres, quoi, ce qui t'a marqué. Et puis bien sûr, réserve-nous à chaque fois des petites remarques et surtout les fins qui t'ont le plus marqué. Donc dis-nous tout sur la Grotte du Temps. Donc en fait, on incarne un enfant qui découvre une grotte pendant une exploration dans un canyon. Alors donc évidemment, il est curieux, donc il se perd dans la grotte. Il y a divers chemins donc qu'il transporte dans diverses époques, que ce soit aussi bien dans le passé ou dans le futur. Donc les fins sont sont marrantes parce qu'elles sont quelquefois on s'y attend pas. Donc par exemple, il y a une fin, on devient un esclave pour la construction de la muraille de Chine. Alors il y a une autre fin aussi, on est à bord du Titanic qui est en train de couler. Tu vois, en tant que lecteur, tu y attends vraiment pas. Et puis quand tu vois la couverture, tu penses pas, quoi. Et aussi une autre fin qui m'a bien fait rire. En fait, parce qu'elle est vraiment originale. Donc on rencontre un homme du passé qui est tuberculeux, donc il a la tuberculose, et on le ramène dans le présent pour le soigner. Ah, c'est chouette, ça. Ouais, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai une question, savoir un peu dans quel monde de l'édition on arrive. Est-ce que les couvertures sont fidèles à l'aventure ? Est-ce que le monsieur là, avec son épée dressée qui traverse toute la couverture, est-ce que c'est un antagoniste, un protagoniste, c'est un mentor, est-ce qu'il apparaît ? Oui, il apparaît. Donc c'est un des ennemis en fait. Voilà. Sinon, on incarne le personnage parce que donc on voit la couverture, donc on voit on voit un garçon faire. Fred, le throwback là, il était excellent. Putain de cheval qui déprime, qui meurt dans le marécage, quoi. Ah, surtout pas. Pardon, putain, désolé Fabien, je voulais pas raviver des souvenirs. Désolé, tu m'as fait putain la baffe le flashback là. Non, c'est vraiment une bonne aventure. Moi, je me suis bien amusé, donc parce qu'il y a tellement des fins étonnantes. En plus, vous vous rendez compte, il y a 40 fins. Oh, 40 fins, ouais, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Ah ouais. Et en plus, les fins sont vraiment horribles. Et on se demande, bon, moi j'ai fait j'ai lu le livre en étant adulte, mais quand on est un enfant, je demande qu'est-ce qu'il devait penser le gosse quand il lisait l'histoire, quoi, parce que c'est vraiment, les fins sont vraiment incroyables. Ah, c'est ça qui est chouette des Choose Your Adventure, ils sont rapides à lire en une journée, tu peux en lire 3 ou 4, quoi, c'est super amusant. Après, bien sûr, il faut se prendre au jeu, on sait très bien qu'on lit quelque chose qui est pour un jeune public, donc voilà, il faut pas rougir là-dessus, quoi, il faut s'amuser, il faut s'éclater, mais comme tu dis, Fabien, ça nous replonge dans une jeunesse, c'est vachement amusant, quoi, c'est cathartique. Ah non, si c'est vraiment, franchement, moi j'ai pris mon pied en le lisant, c'était vraiment très agréable. En sachant que donc le livre a été un très grand succès aux États-Unis évidemment, donc il y a eu même une suite donc qui est sortie en 85, qui n'est pas sortie en France hélas, et il y a eu aussi un jeu vidéo donc avec du texte aventure mais avec quand même graphisme, donc un jeu comme les jeux Infocom, mais avec du dessin en plus. Donc c'est sorti en 85, c'est sorti en 85 sur Apple II et Commodore 64. Alors je sais pas si Apple II. Toi, je sais pas si Xavier, si tu l'avais connu ce jeu vidéo, donc. Moi, je m'amusais à coder quand j'étais gamin sur un Apple II en classe du C+. Donc c'était. J'ai joué au Cave of Time parce que c'était un jeu qui était fourni quasiment avec tous les Apple II.
Donc on l'avait automatiquement dans la base de données. Ah, sympa, ouais. Déjà, à l'époque, Ouais. ils filaient des logiciels pour jouer, c'est sympa, ouais. Ah, Moi, non, je date c'est- d'une vieille génération des années 80 à l'école. Nous, on avait ce qu'on appelle computer class. Donc voilà, c'était 1 heure tous les jours où on apprenait justement à faire de l'ordinateur. Et parce que la génération d'avant, c'était la classe de machine à écrire, j'imagine, quoi. Donc voilà, nous, c'était les ordis. Donc en tout cas, c'est un grand succès. Puis le livre est toujours disponible jusqu'à ce jour, évidemment, mais avec des nouvelles illustrations, évidemment. Alors, une chose à parler avant qu'on saute sur le deuxième, avec Fred, on aime toujours faire ça, et t'es avec nous Fabien, là, mais c'est parler des couvertures. Alors, juste un grand détail pour qu'on voit la majorité. En Amérique, en fait, il y a eu 3 designs en gros de ces couvertures. Les toutes premières, hein, pour en parler les gars, donc les premières en fait, c'est cette fenêtre, hein, ça me fait penser un peu à Piranha, notre fenêtre portail temporel dans l'univers justement du livre, parce que le reste de la couverture du livre, voilà, c'est un papier blanc, très classique, avec un tritron rouge, et puis bien sûr le titre en haut en rouge. Donc voilà, donc c'était un peu ce portail qui changeait de couleur, qui était vert, turquoise, noir, blanc. Et puis la deuxième édition des livres, justement, on passe à des couvertures qui sont à 80% la couverture du livre, hein. À part tout en haut, on a une petite ceinture Choose Your Own Adventure, avec le numéro dans la série, hein, dans The Cave of Time étant le numéro 1. Les couvertures sont redessinées, elles sont très 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 années 80. Par ça, je veux dire que c'est des dessins de haute fidélité, assez réalistes, hein, l'anatomie des personnages est très très réaliste. Elles sont peintes souvent à l'encre ou à l'aérographe. Elles sont très modernes. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 3e édition aux USA où la pochette et la couverture elle fait 100% de la couverture du livre avec des titres qui sont superposés. Et ce qu'ils ont fait pour faire un très bel hommage, c'est qu'ils ont ramené ce portail dimensionnel des premières éditions, mais elle est superposée par-dessus comme encadrement de la pochette. Donc c'est vachement beau, je trouve que c'est un très très bel hommage qu'ils font pour les anciens qui continuent à lire, qui s'amusent, ou les gens qui se souviennent d'avoir lu ces livres dans leur enfance. C'est le petit clin d'œil comme quoi on sait d'où viennent nos origines, nos racines, et voilà, on les oublie pas, justement, on les honore. Donc je trouve ça vraiment cool venant de l'éditeur. Ouais, bah c'est du bon boulot à voir ça, et non, c'est-à-dire, franchement, cette première histoire, elle a l'air passionnante, avec ses 40 fins, traverser toutes les époques, c'est un bon moment. En tout cas, ça m'intrigue, hein, pour un premier bouquin d'une série, je trouve ça pas mal. Et oui, et leur deuxième, ils ont fait un peu plus classique, c'était en ballon à travers le Sahara. Alors il est pas aussi classique que tu le penses, hein. Tu verras après, ouais. Oui, je parlais du titre. Ah avec, oui, le titre oui, mais l'histoire non en fait. Ah ouais, tant mieux. Et en fait, oui, ils ont fait appel à un auteur, donc Douglas Terman. Donc il a écrit en 1979, c'est le 2e volume, donc sorti en France. En France, c'est sorti en 81. Et donc, comme les premières séries, on l'avait dit, son nom ne sera même pas noté sur la couverture, c'est Gérard Devilliers qui apparaît. Et donc, encore une fois, les illustrations sont de Paul Granger, et la traductrice, c'est Odile Ricklin. By Balloon to the Sahara, c'est le titre original. Et donc voilà, un petit synopsis rapidement. Donc c'est les vacances. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils sont en vacances? Bah, ils vont se balader en montgolfière, c'est connu. Donc avec vos amis Pierre, Sarah et le chien Harry, c'est très important. Vous décidez de vous balader dans les airs alors qu'il y a de gros nuages gris à l'horizon. Petit imprudent, petit chenapan, vous allez vivre des aventures incroyables et très surprenantes. Bon, moi, quand je dis que c'est classique, ça me fait penser quand même à du Jules Verne, et je me dis qu'il peut tout se passer s'il faut un condensé de Jules Verne. C'est peut-être ça, non? Il y a un mélange un peu de science-fiction, c'est ça qui est dingue en fait. Donc ça pourrait être Jules Verne, c'est vrai, mais en même temps, à un moment il y a des fins. Par exemple, il y a une des fins, les enfants sont mangés en dessert par des extraterrestres. T'imagines? Ah ouais, c'est. Alors il y a une autre fin aussi qui est marrante. C'est les enfants donc sont capturés dans un laboratoire secret et ils sont punis. Donc pendant 10 ans, ils doivent remplir des documents administratifs. Voilà. Et ça, c'est. La punition, c'est de devenir fonctionnaire, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et une autre fin, bon là, elle est un peu plus sympa, je trouve. Donc les enfants sont engagés dans une armée. Et donc ils vivent dans un sous-marin et leur but c'est de détruire les baleiniers qui massacrent les baleines. Donc ça j'ai bien aimé par contre. Ah oui, voilà. C'est très Greenpeace. Toujours Oui, d'actualité. Voilà. Hein. Donc sinon il y a 39 fins
donc qui sont plus ou moins loufoques. Donc c'est là pareil, c'est un très grand classique. Hein, donc en 1989, alors il est réédité sous un autre nom. Alors je vais le prononcer à la française. Hein, donc Danger in the Desert. Voilà. Donc et en 2015, lors d'une nouvelle réédition, il reprend son titre d'origine. Et dans la version américaine, on apprendra que en fait Pierre et Sarah, donc les héros, vivent en France et en fait on est en vacances chez eux et on visite la Méditerranée dans un ballon, une montgolfière. Ouais, Moi, ce que je vois, c'est qu'il amusant. y a un spoil sur une couverture avec la soucoupe volante. La soucoupe volante, ouais, c'est dans la première édition avec le petit chien là qui regarde. Ouais, trop bien. Ouais, petit toutou. La deuxième édition, ça fait très... je sais que j'exagère de le dire, mais ça fait vraiment années 80, quoi. C'est les deux... Ça fait Goonies, en fait. T'as Ouais. les deux ados dans le désert avec le ballon qui a échoué, et puis tu les vois en train de traverser. Tu sens que c'est la grande aventure qui commence. En plus, dans le livre, en moment, on rencontre même des soldats de la Légion étrangère, donc des militaires Jean-Claude Van Damme aussi. Non, non, pas forcément. Donc voilà. Et bon, moi qui aime les animaux, par exemple, le chien, il se fait aussi tuer. Hein, donc ouais. Bah, après, j'ai pas écrit à l'auteur parce qu'il est décédé. Hein, donc. Oh, il s'en est fallu peu. Hein. Ouais, sinon je crois que je lui ai renvoyé un mail, hein, mais non, il est décédé en fait. L'auteur est décédé en 99, c'était un ancien militaire en fait. Voilà, il est mort à l'âge de 66 ans. Et il avait dédicacé son livre à son unique fille. Oh, c'est beau, ça. Alors un prochain, justement là on va un peu plus dans le mystère et l'espionnage, hein. Donc le prochain livre est Ton nom de code et Jonas. Alors c'est écrit par Edward Packard, voilà, qu'on reconnaît, hein, le créateur. Donc c'est écrit en 1979, c'est le 3e volume sorti en France en 81, voilà, bien sûr par les éditions du Pélican. Les illustrations sont de Paul Granger, ou Paul Granger, et la traductrice c'est Catherine Mathieusan. Alors, Your Codename is Jonah est le titre original. C'est le premier volume de la collection française où l'auteur, justement, sort à noter sur la couverture. Voilà, c'est chouette, c'est une progression. Gérard Duvillier, hop, place ça dessus. Donc voilà, pour savoir qui est derrière toute cette histoire. Alors dans cette histoire, nous incarnons un espion américain, voilà, qui doit sauver un scientifique spécialiste des fonds marins qui a été capturé par le KGB. Alors, ce qui est intéressant dans ses recherches, voilà, c'est qu'il a trouvé un chant très étrange de baleine sur une cassette, et donc la cassette doit également doit être trouvée avant l'ennemi. Donc c'est la course contre la montre. On est à fond dans les années 79-80 là, donc on est à fond dans l'époque, l'après-époque où le cinéma américain est très russe, KGB et tout, espionnage. Donc c'est le livre parfait pour l'ambiance, quoi. Fabien, parle-nous justement de cette version un peu plus spy. Moi, à l'époque, moi, quand j'avais lu le livre, je l'avais pas beaucoup aimé. Hein. Bon, après, je n'aime pas trop le genre d'espionnage. Hein, bon, après, ça restait comme un classique. Et puis, bon, le thème de l'espionnage, on le trouve pas facilement, quoi. Et en plus, là, on n'incarne pas un enfant, mais on incarne un adulte. Donc, en tout, il y a 27 fins possibles. Et le livre aux USA, il fut réédité en 89 sous un autre nom, Spy Trap. Et pareil, une nouvelle couverture. Et là, bizarrement, la couverture sera très enfantine. Parce que là, on verra le héros qui est un ado. Ouais, en jean basket, voilà. en train de regarder avec des jumelles des espions à la plage. Fabien, est-ce que tu sais pourquoi dans les années 80, ils changèrent les noms? Est-ce que c'était pour les faire plus accrocheurs ou juste du marketing ou autre? Ouais, je pense qu'il y a un peu les deux, hein, je pense. Hein. Je remarque que les noms sont beaucoup plus courts, plus faciles à imprimer. Donc, ouais, il y a aussi ce côté... De toute façon, c'est aux États-Unis qu'ils ont fait ça. Ouais. Bon, oui, mais dans les années 80, US, ouais. Aux années 80, il y a un mec qui a voulu tout changer. Bon, après, ils ont tout remis comme avant. Donc, bah, c'est accrocheur. Hein. Après, tu sais, entre les deux noms, je trouve, entre Your Codename is Jonah et Spy Trap, c'est assez accrocheur. Quoi. Moi, je vois Jonas, ça m'intrigue plus. Et puis, Fabien, il manque un truc, là, avant qu'avec Fred, on continue à dire Nawak. Parle-nous des fins, justement, de Spy Trap. Alors donc en fait le héros à la fin du livre, une des fins c'est qu'il quitte l'espionnage pour se consacrer à la biologie marine. Voilà, c'est une fin assez classique. Après une autre fin, on se fait assassiner par un traître qui se faisait passer pour un ami. Et une autre fin là qui finit mal, on est renvoyé suite à l'échec de l'aventure et on se fait traiter de mauvais espion.
On se fait traiter de mauvais espion, c'est l'une des mauvaises fins. C'est très enfantin, quoi. C'est sympa. En plus, c'est marrant, la couverture originale, on voit l'espion avec il a un pistolet dans chaque main, donc c'est marrant. Oh, c'est un badass, quoi. Ouais. Et justement, en parlant de pistolet, ce qui parle donc du meurtre, Fred, qu'est-ce que tu as proposé? Oui, donc le 4e volume sorti en France en 81, donc écrit par Hewlett Packard, par Edward Packard, c'est Qui a tué Edward Balaruc. Donc vous vous en doutez que c'est une traduction bien franchouillarde du nom, parce que le titre original c'est Who Killed Harlow Trombey, Harlow Trombey, voilà, enfin en bon franchouillard aussi. Qui a tué Harlow Trombey. Et donc là, c'est Tata Jacqueline qui avait bien raison. encore sacré Tata Jacqueline. Ah oui, encore, voilà. On est le meilleur détective, on a retrouvé le voleur de son collier de perles alors que vous n'avez que 12 ans. Grâce à ça, le PDG des matières plastiques, Balaruc, vous contacte, il se sent menacé, on en veut à sa vie. Il aurait pu engager des gardes du corps, prévenir la police, mais non, c'est vous, le petit adolescent de 12 ans qui veut. Ça part bien, non, ça part bien. Mais on peut s'en douter. Attends, mais donc le bouquin s'appelle Qui a tué Edward Balaruc, donc vous en doutez, il meurt. Donc vous n'avez pas rempli votre boulot. Et voilà, donc sachant qu'il y a 4 suspects pour le meurtre, son neveu, sa nièce, pardon, son amoureux qui est médecin, et la femme de Balaruc. Donc vous voyez là, c'est ouverture quand même, là, un petit côté piquant dans l'aventure. C'est pas tout le temps qu'il y a les médecins, il y a des médecins transis amoureux. Et voilà, qui est l'assassin? À nous de le découvrir, et donc à vous de le découvrir à travers cette aventure. Oh, je te jure, ça ferait un excellent film, justement, s'ils prenaient le thème au sérieux. Il y a un mec qui meurt et ils appellent le voisin de 12 ans pour résoudre l'enquête, quoi. Ils mettent un gamin en danger. Ah, c'est génial. Fabien, dis-nous en plus, justement. Tu sais, s'il a été recommandé par Tata Jacqueline, alors c'est normal. Hein. appelez la police. Non, appelez Tata Jacqueline. Ah, moi, je l'aime beaucoup, ce bouquin. Donc, rien que la couverture, c'est vrai qu'elle est vraiment très vintage et moi, j'adore. Donc, c'est vraiment, elle est incroyable. Donc, avec les tons orangés, voilà, elle est vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé, ce bouquin. Donc, après, là, c'est vrai qu'il a fort mal vieilli, là, ça. Alors, excuse-moi, Fabien, comme on est un podcast, il faut qu'on en dise un peu plus. Tu nous as annoncé sous la couverture. Donc, on va t'aider. En gros, c'est, ouais, vas-y, dis. En fait, on voit des items du crime, il y a, des indices, mais le côté qui fait très rétro, tu l'as bien dit, c'est la couleur, mais c'est aussi, en fait, l'affichage, tu sais, c'est des têtes, des profils, des visages, seulement la tête, qui sont superposés par-dessus, justement, le mystère, et tout au fond, un petit peu fondu, il y a donc le tueur avec une arme à feu, j'imagine. En fait, tu parles du personnage... Ouais, je sais pas, il y a un mec avec un flingue au fond, quoi. Mais tu sais, c'est des pochettes qu'on voit souvent qui sont mis en blague des années 70, et c'est le visage superposé de quelqu'un par-dessus son portrait plein pied, quoi. C'est un peu ces trucages photographiques ou des montages photographiques comme ça. Donc, en effet, ça a un côté rétro à cause de ce design, cette mise en page. Mais c'est très beau, c'est très rétro, en effet. Puis la grosse loupe, voilà. Puis le look des personnages, c'est excellent. Les coupes de cheveux très 70s, oui, absolument. Voilà. Le serre-tête, là, voilà, dans les cheveux, c'est la coupe de Freddy dans Scooby-Doo. oui, tout à fait. Tout à fait. Hein, non, c'est vraiment... Moi, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Bon... Et on dirait une ambiance à la Cluedo. Hein. Moi, j'aime beaucoup Cluedo et c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment exactement ça. Même les couvertures intérieures, les dessins sont vraiment... C'est vraiment... On voit toutes les pièces de la maison, on voit la bibliothèque, le salon, la salle à manger. C'est très très bien. Donc... Justement, comme une partie Cluedo, il y a des gens qui sont assassinés. Dis-nous tout sur ces fins, parce que je suis sûr qu'elle va nous marquer, non? Bah, en fait, là, justement, comme là, c'est un peu à la Cluedo, il n'y a pas vraiment beaucoup de fins, là, en fait. Il n'y a pas de fin étonnante. Donc, si c'est un happy end, donc on découvre l'assassin. Et ou sinon, c'est nous qui se faisons tuer, soit par l'assassin, ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui résout l'affaire avant nous. Donc, on n'a pas trouvé l'assassin. Donc, il n'y a pas toutes les fins qu'on peut trouver dans les autres livres. Voilà, voilà, donc c'est dommage. Mais bon, en même temps, c'est comme ça, c'est une aventure policière, hein, mais c'est très bien. En tout cas, moi, franchement, je le conseille, celui-là. Après, le livre, il a été réédité
en 89. Et là, la couverture, elle est différente. Hein. Là, on voit un enfant qui est dans une, je sais pas, on dirait une serre. Hein, donc, il est surveillé par une ombre menaçante. Ça fait C'est plus pas- c'est slasher Papy Jackie. que... C'est Papy Papy Jackie. Jackie. Oh, ça fait plus slasher que crime et mystère. Hein. Oui. Vous trouvez pas? Ouais, on dirait Jason un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, il observe. Bah dis-nous, qu'est-ce que t'as d'autre comme remarque à se dire sur ce mini coup de cœur que t'as? Non, après, voilà, moi, c'est l'histoire. Hein. C'est vrai que les personnages sont vraiment marrants. Donc, il y a vraiment, moi, les illustrations, en fait, j'ai beaucoup pris le plaisir, c'est avec les dessins, justement. Le texte en lui-même, c'est vraiment très classique, hein. Mais on voit les vieux téléphones, voilà, le petit jeune qui se prend pour un détective. C'est vraiment, l'histoire en elle-même, elle est très, très classique. Et en plus, par exemple, l'assassin, on le voit en couverture. En fait, il est en couverture du livre, hein, donc, mais ça, le lecteur le sait pas encore. Ah oui, classique de cacher le tueur sur la couverture sans le dire au public. Ah ouais, Voilà, sans vrai. dire, mais Ouais, parfait. Bon, c'est bien joli tout ça, cette histoire franchisée avec Tati Daniel et Papy Jackie, là, mais si on changeait d'univers. Ah ouais, carrément, parce que ce qu'on a proposé là, au prochain livre, c'est Le mystère des Mayas. Alors, Le mystère des Mayas est écrit par R.A. Montgomery, hein, qui est donc le co-créateur des livres. C'est le 5e volume sorti en France en 1982, toujours aux éditions du Pélican. Alors, les illustrations sont de Richard Anderson et la traductrice, c'est Odile Ricklin, voilà, qu'on retrouve. Et donc, Mystery of the Maya, voilà, c'est son titre original. Alors, qu'est-ce que c'est synopsis, hein? Bah, tout simplement, voilà, nous sommes une jeune écrivaine envoyée au Mexique et justement, notre maison d'édition vous demande d'enquêter et d'écrire un livre sur la civilisation des Mayas. Fabien, je sens que ça va être le scénario qui cache bien sûr un mystère incroyable ou une aventure trépidante, non? ah oui, moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Hein. Donc, et en plus, ce qui est original, c'est que c'est le premier livre de la série dont le personnage est une C'est femme. une fille, ouais, Ouais, une fille, est une c'est ce que j'allais fille, dire, voilà. ouais, c'est une sacrée, au bout du 5e, c'est assez rapide en fin de compte quand même. Ouais, c'est bien, hein? Et souvent, les histoires avec des filles, souvent c'est très girly, tandis que là, pas du tout. Hein. C'est vraiment une vraie aventure avec beaucoup de suspense et puis beaucoup d'amusement. Attention, Choose Your Own Adventure sont très progressifs à l'avance du temps. Ah oui, franchement, moi, voilà. Bon, après, j'ai eu au moment que j'ai fait le livre, bon, vous savez, mon amour des animaux, hein, donc à un moment, on demande d'égorger un poulet pour apaiser les dieux mayas. Ah, j'étais pas content, mais bon. Hein. En gros, Fabien, tu serais dans la merde au temps des Mayas, quoi. Ah ouais, bah moi, je l'aurais pas fait, hein, donc... La magie voodoo, hors de question. Non. Ah non, moi, Alors je l'aurais dis-nous pas. un peu plus, ouais vas-y, dis-nous un peu plus, parce que là on va en savoir un petit peu sur ce mystère. Qu'est-ce qui se passe vers la fin? Bah oui, donc il y a beaucoup de fins marquantes. Hein, en tout, il y en a 39, mais les fins qui m'ont le plus marqué, donc c'est les prêtres incas. On est capturé par les prêtres incas et on est livré en sacrifice. Donc là, C'est des à fins, c'est à cause voilà. du poulet, t'aurais pas dû le poulet, fallait pas. Ah ouais, même. Donc, voilà. En plus, le poulet, on est obligé de l'égorger. Hein, donc, c'est quand même... voilà. Et après, il y a une fin un peu SF. Donc, il y a un vaisseau spatial qui apparaît et on monte dedans et on quitte la Terre définitivement. Ah, ce serait pas par rapport aux légendes mayas, là, des crânes de cristal, un truc comme ça? Ah, je sais pas ça. Je sais pas. Ouais, c'est le seul lien que je pourrais situer entre... Et c'est pas à cause d'Indiana Jones, hein. C'est à cause de la vodka. Bref, Ah, c'est ça le Ah, bruit que il- j'ai entendu tout à l'heure. Non, mais tu connais pas la vodka Crystal Skull de Dan Aykroyd? Ah, Dan Aykroyd. putain, d'accord. Ouais, il fait la... C'est comme ça que j'ai appris, et puis après tu vois ça dans Indiana Jones, mais il n'y a pas la vodka, c'est dommage. Parce qu'il y aurait bien envie de boire pendant ce 4e film. Bref, vas-y Fabien, une dernière fin à nous proposer? On a une dernière fin assez vraiment surprenante. On est capturé par des bandits qui nous tiennent en otage et une demande de rançon est demandée à la famille. Oh, what the fuck? Putain, merde! C'est incroyable, hein. Donc c'est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Ah oui. En tout cas, le livre, ça sera vraiment un très grand succès. Voilà, il fait vraiment partie un des très grands classiques de la collection. Et puis, il est toujours édité de nos jours, hein, donc avec des nouvelles couvertures, bien sûr, hein, et des illustrations pleines pages. Voilà. Et en C'est bien. couleur. Mais pas dans l'édition française, hein, mais dans les nouvelles éditions, hein, bien sûr. Et donc, ouais, ça nous amène au 6e titre, mais là, c'est ton coup de cœur, Fabien, tu veux peut-être en Ah là parler. là, oui, j'ai beaucoup Ouais. aimé celui-là. Ah oui, j'ai beaucoup. Alors là, oui. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est maison hantée, tout ça.
Et là, c'est vrai, c'est la malédiction de la tour. Et Bah, parle-nous justement complètement de ce livre. donc c'est le 6e volume qui est sorti en France en 82, donc par Edward Packard en 79. Donc les illustrations de Paul Granger, et puis toujours la même traductrice, Odile Ricklin. Donc The Mystery of Chimney Rock. Je sais pas ce que c'est Chimney Rock, mais C'est un nom propre. Chimney D'accord. Rock, c'est le mystère du rock Chimney. Chimney, ça veut aussi dire cheminée, mais bon, je pense que là, c'est juste un nom propre. donc le scénario, donc c'est les grandes vacances. Donc on part aux USA voir les correspondants américains. Donc Michael et Jen. Donc pendant une promenade, ils nous montrent une étrange demeure avec une grande tour. Donc et la tour, elle est soi-disant maudite. Puis évidemment la curiosité, elle est là. Donc par défi, on entre à l'intérieur. Ah oui, c'est ah là là, franchement, je me souviens, par exemple, je peux parler d'une illustration qui m'avait énormément marqué. Donc c'est tout des O en fait, des cris. Alors il y a le cri de la victime, donc ça fait tout des voilà. On dirait une chute, ouais, on avec dirait quelqu'un une qui chute. Voilà, c'est une chute qui commence du haut gauche du livre, où on voit le début des lettres A, et puis vers le milieu jusqu'au bas en droite, en bas de page, il y a le le cri du méchant, et c'est une mise en page très surprenante et très très innovante dans un roman. Hein. Ouais. C'est excellent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien, et franchement, j'ai adoré. Quand j'ai vu ça, je me dis, voilà, non, c'est vraiment. Franchement, celui-là, c'est vraiment, je le conseille vraiment. Hein, celui-là, c'est mon chouchou. Donc, entre les fins les plus marquantes, donc quand on est dans la maison maléfique, on casse en 1000 morceaux une porcelaine en forme de chat, et il y a une malédiction qui s'abat sur nous, et on doit ramasser pour l'éternité tous les petits bouts éparpillés de la porcelaine. Après, il y a une autre fin, donc c'est pris de panique par tout ce qu'on voit. On se jette par la fenêtre et on fait une chute mortelle. Ça, c'est la fin que tu lus, ça. T'as trop en Cthulhu, folie. ouais. T'as trop en folie. La fin de Défenestration, absolument. Hein. Et alors, une troisième fin aussi qui m'avait marqué, c'est en se sauvant de la maison, on assiste à la mort du policier qui était venu nous aider. Parce qu'en fait, il est tellement effrayé qu'il a une crise cardiaque. Eh ben... Morculu bis. C'est incroyable, hein. Donc c'est vraiment quand on pense que c'est vraiment des livres pour les enfants à la base, hein, c'est vraiment. Ouais. Est-ce que celui-ci, il a une ambiance, comme Fred il a dit plusieurs fois, est-ce que c'est très Lovecraftien comme histoire? Est-ce qu'il y a des monstres, des démons, il y a des êtres venus d'un autre monde? Non, quand même pas. Donc ça reste. C'est juste quand même... la maison hantée, quoi. Bon, après il y a les sorcières, tout ça et tout, mais je veux dire, ça reste quand même enfantin. Mais disons que ce qui est incroyable, c'est quand même les fins, quoi. Donc c'est voilà. Après, pour savoir pourquoi la maison elle est maudite, il faut faire toutes les fins, parce qu'on peut finir le livre, avoir une fin heureuse, on sait pas tous les secrets en fait. Pour connaître vraiment les secrets du livre, faut même perdre, parce que tout n'est pas dévoilé, hein. Donc c'est vraiment, il faut vraiment voilà. En tout, il y a 36 fins différentes. La plupart des fins finissent mal, donc non mais c'est. Et sinon, le livre il a été réédité en 88 sous un autre nom. Alors. Je préfère que tu le lises, Xavier, les titres. Ouais, écoutez, je suis désolé si je me suis moqué une fois, mais depuis tout à l'heure, je trouve que vous le faites super bien. Hein. Non, mais à chaque fois, non, c'est parce que c'est le mot mention. Moi, je le dis toujours à la française, mais je sais pas comment on le dit à l'américaine. Ah, à l'anglaise. Mention, mention. Oui, alors moi je dis toujours mention. Mais oui, Maniac mention. Par rapport à Maniac mention, voilà. Maniac mention, oui. Ouais, mention, mais mention, moi j'aime beaucoup quand tu dis comme ça. Écoute, j'ai rien contre l'accent français, je le trouve super, donc... Donc non, c'est vraiment... en tout cas, le livre est vraiment très très bien. On sent il y a un esprit démoniaque dans la maison qui transforme tous les curieux qui veulent y rentrer sous une autre forme, et ça, je vous laisse la surprise. Si vous voulez lire l'aventure, je ne dis pas en quoi vous êtes transformé. Vraiment mon grand coup de cœur. Bah écoutez, après pour changer de style, hein, de la maison hantée, allons justement vers la science-fiction, hein, avec Aventure dans l'espace. Alors c'est écrit par R.A. Montgomery en 1979. C'est le 7e volume sorti en France en 1983, toujours aux éditions du Pélican. Les illustrations sont de Paul Granger et la traductrice c'est Odile Ricklin. Alors son titre en anglais c'est Space and Beyond.
ou si on veut le faire à la Star Trek, Beyond. Alors, à noter que la mention Gérard de Villiers a disparu de la couverture, et qu'hélas, le livre n'est plus du tout cartonné. Là, on commence à entrer justement dans... On sent que c'était le côté, on va produire plus vite, qui coûte moins cher, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça veut dire qu'il devrait y en avoir plus par la suite, hélas non. Ça va réduire, hein. Alors que les 6 premiers volumes, voilà, ça faisait vraiment des objets de collection, et là, voilà, ça commence à être du livre produit à grande échelle. Alors, les synopsis, vous êtes né dans un vaisseau spatial et vos parents, justement, viennent de différentes planètes dans l'univers. Alors, vous décidez de visiter ces planètes, voilà d'où ils viennent, et selon le voyage choisi, il y aura des événements plus ou moins plaisants. Donc voilà, c'est vraiment une aventure sur le développement de personnages, quelque chose qui change un peu. Fabien, avant que je te laisse la parole, je vais juste parler vite fait aux auditeurs des différentes couvertures, parce que là, il y a vraiment une grosse différence. Oui, en fait, je voulais surtout revenir qu'effectivement, pour une fois, la deuxième édition américaine, c'est des années 80. Pour une fois, la pochette est mieux que celle des 70. Je trouve qu'il y a un vrai effort. Il y a une vraie représentation d'un monde de SF avec une lune, 2 lunes, dont une qui est plus grosse que le soleil, avec une ville en ruine. Je sais pas, donc ça fait assez épique. Et je trouve que c'est vrai que les rééditions des années 80 américaines étaient plutôt pauvres, les titres étaient changés, et les graphismes étaient moins travaillés, je trouvais moins. Et là, sur cette-ci, je trouve qu'elle pète. Alors je me dis, tiens, c'est un changement. Ouais, t'as 2 personnages, t'as une fusillade en fait dans cette ville en ruine, et t'as quelque chose de très très Star Wars, c'est que t'as la fille qui vise et le héros qui a cette position avec le bras levé vers le ciel, tu sais, ce côté comme s'il tenait un sabre laser, il y a ce côté très épique de la victoire. Ouais. Ou sinon il appelle ses troupes pour charger, c'est plutôt Captain Kirk. Ouais. Captain Kirk, ouais. Non mais pour une fois, donc l'édition est beaucoup plus jolie, quoi. Ah, absolument. Surtout la celle des années 70, c'est un peu un dessin très simpliste, pas du tout compliqué dans sa perspective, hein. On voit un isolement colonial sur une lune, au-dessus d'une galaxie, avec un vaisseau qui passe par-dessus le personnage principal qui traverse la ville. Très très simple, très techniquement très basique comme illustration. Et puis celle des années 2000, alors là, je suis vraiment déçu, quoi. C'est un plan serré d'un vaisseau qui quitte l'atmosphère avec un T-Rex qui laisse derrière lui, mais c'est un truc tout basique. C'est vrai que comparé à celle des années 80, là, il y a une grosse différence, hein. Enfin, 90. C'est Harry le chien, c'est pas un T-Rex. Non, c'était une blague. Non, laisse tomber. Ninja. Alors, the fuck. Attends, vite, avant que ce podcast dure 2 heures, dis-nous tout, Fabien, sur ce livre. Bah moi, je l'ai pas beaucoup aimé. Bon, après, la science-fiction, c'est peut-être pas mon thème préféré, mais bon, je l'ai trouvé assez banal, en fait, hein. Donc, il y a pas vraiment d'intrigue. On va de planète en planète, on prend des décisions, et après, suivant le choix, donc, il se passe quelque chose, mais il y a rien d'exceptionnel. Bon, après, le titre a été un grand succès, mais, donc, comme vous l'avez dit, hein, avec des couvertures différentes, il a été réimprimé plusieurs fois, mais bon, moi je trouve pas. Enfin moi je l'ai pas apprécié. En tout, il y a 44 fins qui sont disponibles. Bon après, elles sont pour moi elles sont banales, hein. Donc le vaisseau spatial qui est avalé par un trou noir. Après, on a une autre fin, c'est quand on atterrit sur la Terre et qu'on constate que la planète, elle est dévastée par la pollution, la famine, et que aucune solution n'est possible, tellement que les événements climatiques se déchaînent. Puis une troisième fin, donc que j'avais choisie, c'est que le monde est tellement dévasté que l'on retourne dans le passé pour changer le cours de l'histoire. Donc, on fait un Superman. Voilà, mais d'où, par exemple, c'est pour ça qu'on voit à un moment le dinosaure, là, tu sais, dans la dernière édition, voilà, en fait, voilà. Ouais, c'est marrant parce que la fin que tu dis où la planète est complètement dévastée par la pollution, la famine, dis donc, c'est une fin assez réaliste sur notre propre destin, hein. Oui. Bah écoute, justement, retournons vers le positif, vers la science-fiction et même d'époque de Jules Verne. Fred, parle-nous d'une autre histoire qui a l'air assez fantastique. Oui, après l'espace profond, bienvenue dans les profondeurs avec Voyage sous les mers. Donc là, c'est écrit par le deuxième larron Montgomery en 1977, celui-ci. Et c'est le 8e volume qui est édité en France en 83, toujours chez Pélican. Toujours Paul Granger aux illustrations et Odile Ricklin à la traduction. Journey Under the Sea, c'est le titre original. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ? On va découvrir l'Atlantide. C'est le rêve de tous les grands explorateurs. Donc à bord de notre sous-marin appelé le Seeker, le rechercheur, c'est ça, sur une traduction un peu merdique. Vous décidez d'explorer les profondeurs de l'océan pour découvrir tous ces secrets enfouis. Donc là, voilà, tout est dit dans le pitch. Mais est-ce qu'on trouve l'Atlantide, Fabien ?
On trouve l'Atlantide, donc et même dans une des fins, en fait, on est capturé justement, et dans une des fins, on est enfermé dans un zoo avec d'autres espèces. Ah d'accord, ouais, on est l'attraction quoi. Ouais, voilà. Donc et après justement, il y a aussi une autre fin. Donc en fait, il y a un raz-de-marée qui arrive, et on abandonne justement le peuple de l'Atlantide face au raz-de-marée, et on en profite pour s'enfuir. Tout seul. Ouais, tout seul, en laissant le peuple, dans la merde. Voilà. Et une autre fin, donc, elle est peut-être un peu plus. Donc, on est gobé par un énorme poisson qui ne mâche pas ses proies. Donc, on est avalé tout rond. Voilà. Comme Pinocchio là avec la grande baleine. Voilà. Jonah, quoi, traditionnel, ouais, très connu. Sinon, moi, qu'est-ce que je pourrais dire du bouquin? Bon, il m'avait plu, moyennement. Mais bon, après, il est sympa, mais sans plus. Par contre, c'est vraiment un énorme succès. Et t'as des remarques sur cette aventure, Fabien? En fait, le livre, donc en tout, il y a 42 fins, et le livre a été édité plusieurs fois, donc c'est vraiment là, pareil, un très grand classique de la collection. Il y a même eu une édition spéciale qui est sortie pour le 40e anniversaire, avec un dossier exclusif de l'origine du livre. Ouais, parce que il est important en Amérique celui-là, parce que c'est le deuxième livre des Choose Your Own Adventure, hein, la grotte du temps, et puis le deuxième c'était Voyage sous les mers, donc ça m'étonne pas que de toute façon les 2 ou les 3 premiers, c'est sûr que c'est des légendes dans la collection. Hein. Il y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est la couverture pourrie qu'ils ont fait pour la 40e édition, les 40 ans, quoi. C'est quoi ce truc hein, c'est un vieux Photoshop illustration pourri comparé à celle des années 70, ça fait vraiment très très époque rétro, hein, mais avec le vaisseau design Jules Verne, ça fait très steampunk et compagnie. La version des années 90 maintenant, parce que c'était en 1987, ça fait très années 80 comme on avait dit, hein, c'est des illustrations très proportionnées, peintes à l'huile et tout, qui sont vachement belles, mais voilà, on voit un jeune avec sa tenue de plongeur qui explore un filet qui cache un trésor à l'intérieur, donc c'est assez cool. Mais Fred, comme tu disais, tu essaies de nous la décrire, celle des années 2000 ? Parce que là, du violet, un espèce de sous-marin qui ressemble à un hélicoptère futuriste foiré, et une langue ou une tentacule d'octopus, on sait pas trop. Et en fait, on comprend rien, c'est moche, et tout est moche. Tu sais, j'ai cru que c'était au début de la 3D, je vois la date, je vois 2018. Mais je fais en 2018, qui est-ce qui a osé sortir un truc comme ça ? Mais on dirait les débuts de la 3D dans les jeux vidéo, quoi, c'est horrible. Bon, bref. Donne-le à Asmur. Ça sera son cadeau d'anniversaire. Non, mais il y a des trucs en bas, il y a une espèce de spirale verte, je sais même pas ce que c'est, je comprends rien, cette couverture. En plus, il y a une espèce de coucher de soleil, on est soi-disant sous la mer, donc explique-moi le coucher de soleil sous la mer. Non, mais il y a une erreur de casting, ils sont gourés de trucs, quoi, c'est pas possible, quoi. Bon, bref, moi, c'est le truc que je remarque. Non, faut pas déconner, c'est vrai que c'est le deuxième bouquin, c'est le premier du co-éditeur, donc c'est important, quoi. On va changer d'univers, encore une fois. Hey, qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu me balances ? T'as quoi pour moi là ? Glisse-moi un livre. On avait parlé, c'est ceux qui font partie des versions canadiennes, je crois, c'est Vampire Express, écrit par Tony Scholz, 84. Cool. Bah ouais. Donc voilà, Tony Scholz en 84, voilà, sorti en France en 87. C'est le premier et tristement avant-dernier, voilà, aux éditions du Livre de Poche. Voilà, nous sommes plus chez Le Pélican. Alors, les illustrations sont de Yves Beaujard et le traducteur est Michel Pagel. Voilà. Pour une fois, le titre original est le même que la version française, Vampire Express. Hein. Donc, le synopsis, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Bon, déjà, un nouvel affichage, nouvelle couverture, nouvelle collection, qui veut dire, bien sûr, nouvelle ligne éditoriale, nouvelle équipe de création. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'action au début de l'aventure se passe dans un train qui vous amène en Roumanie, voilà. Alors, vous n'avez que 12 ans, mais voilà, votre oncle, justement, Andrei, vous demande de protéger Nina, une fille de votre âge, et sa tante, Madame Romana. Voilà, donc votre oncle veut prouver au monde entier que les vampires existent. Donc, que de mieux comme témoin et comme associé, hein, un gamin de 12 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe d'autre ? Voilà, la nièce et sa tante ont 2 objets secrets pour lutter contre les vampires, et ceux-ci sont aussi dans le train et vont tout faire pour s'emparer de ces items. Donc, comme le fameux... qui a tué Édouard Ballaruc, on est dans un sujet très très préado, là, hein, très amusant.
Et bien sûr avec le thème de la chasse aux vampires, très très amusant. Les couvertures sont très colorées chez les livres de poche, Fabien. On est dans des couleurs très fluo, très pétillantes comparées aux éditions du Pélican. Moi, j'aime pas du tout. J'avoue que pourtant j'adore la couleur, mais là, je préfère vraiment. C'est dommage. Parce que j'ai mis justement des images de l'édition américaine. C'était quand même beaucoup plus sombre, notamment le vampire, beaucoup plus effrayant. Tandis que là. Mais là, il y a un côté très BD franco-belge en fait, quoi. C'est absolument, qui est sympa, je même trouve. le format. Ouais. Après, le dessinateur là, donc Yves Bojar, en fait, lui, il avait l'habitude justement de travailler pour les magazines pour les enfants, donc le journal de Mickey, la bibliothèque rose, tout ça, donc voilà. Donc et c'est vrai que son style est, je pense qu'il est adapté. Il a gardé le même style justement quand il faisait avec le journal de Mickey. Donc après, mais par contre, en vieillissant, il a complètement changé de style parce qu'il a travaillé dans la gravure. Dans l'art philatélique, c'est par exemple lui qui a créé la Marianne, le timbre La Marianne. La couverture américaine, là, on voit vraiment le visage menaçant du vampire qui ouvre bien grande sa bouche, tout ça. Ce qui est assez cool dans cette illustration, c'est qu'on voit les deux jeunes, donc j'imagine ta nièce et toi, le héros qui ouvre une trappe et on voit justement un feu qui piège le vampire qui est en train de les cramer, quoi. Donc c'est une couverture assez dynamique. Et par contre, celle des années 80, je la trouve naze, quoi. Là, non, mais on n'en parle même pas, interdit. Voilà. Elle est vraiment naze, quoi. Je lui ai vendu. Naze. En fait, j'ai pas dit, mais le vampire, au fond, c'est moi qui ai dessiné. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la nièce et le cousin, vous, quoi, sur un cheval qui s'enfuit, enfin, qui galope, qui se barre, quoi, du vampire qui sort de chez lui avec le poing levé au ciel, du genre barrez-vous, bande de chenapans. Enfin, c'est nul. Ce qui est vraiment nul, en fait, c'est la technique. On dirait que ça a été fait au crayon de couleur, mais même pas aquarelle, rien. C'est très très simpliste, les proportions sont pas top. C'est pas du tout dynamique. Franchement, dans tout ce qu'on a vu là dans le podcast pour l'instant, des couvertures des années 80, celle-ci, c'est complètement l'opposé des autres. Ouais, c'est dommage parce que moi, j'aurais eu, en voyant le thème du vampirisme, j'étais vraiment enchanté. Je me dis, ça va être sympa et au final, tu vois, on est déçu par. Bon, après, c'est que des illustrations, mais c'est quand même important pour se dire. Les grands est quand même. C'est quand même important pour ce type de livre, quoi. Et là. Ouais, une couverture, bien sûr. Et c'est simple, comme logique. La couverture, c'est ce qui fait acheter un livre, mais son histoire, c'est ce qui nous le fait le relire. En tout cas, il y a eu 21 fins différentes. Donc en majorité victorieuses, les fins. Donc voilà. Bon. Tu nous en parles justement, donne-nous-en 3. Alors une des fins, c'est qu'on est mordu sur tout le corps par des araignées en voulant escalader un mur. Voilà. Une autre fin, c'est en explorant le manoir. En fait, on est dans une chambre, on est enfermé dans la chambre et on n'arrive plus à s'en sortir et le plafond commence à descendre très très lentement pour nous écraser. Voilà. Et là, par contre, une autre fin qui est vraiment bien plus originale, c'est en fait parce qu'en fait, on lance un sort et en fait, on est envoyé sur une île déserte inconnue et on finit comme Robinson Crusoe. Écoute, on arrive vers la fin, il nous reste plus qu'un livre dans cette sélection de 10. Fred, je sens que tu as encore un autre numéro de science-fiction à nous partager. Oui, puis un titre tout destiné pour l'auteur. Donc, Edward Packard a écrit Un ordinateur pas comme les autres. Bon, la blague était facile, pardon. Donc, en 84, donc c'est le deuxième et dernier Choose Your Own Adventure sorti en France en 87. Et là, c'est toujours au livre de poche, on vous rappelle, les deux derniers. Donc là, c'est toujours l'illustration de Yves Bojar. On reconnaît son style, là. Et la traductrice est Rosemary Denaré. Supercomputer, c'est le titre original. Donc voilà, vous avez gagné un super ordinateur. Celui-ci est extrêmement intelligent, trop peut-être. Il s'appelle Conrad. Heureusement, pour nous, il a de bonnes intentions, à notre égard surtout. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et certains voudraient le récupérer à leur propre usage, on s'en doute. Donc voilà, c'est une espèce d'enfant qui a un super ordinateur entre les mains et toutes les puissances de la Terre veulent le récupérer. Et c'est vrai qu'on a une couverture un peu, j'ai envie de dire, agent secret, Bob Moran et tout ça, quoi. Ouais, ça fait même Spirou et Fantasio, non, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait Spirou de dos, presque. C'est pas faux. Ouais. Donc, on est vraiment dans cette deuxième collection de livres de poche, très franco-belge, Fred, comme tu as dit tout à l'heure. Vraiment, de plus en plus, là. Enfin, il y en a que 2, hélas. La couverture américaine, bien rétro 70s, assez sympa. C'est le méga computer, on dirait qu'il s'est assemblé en méca.
et qu'il y a le monde derrière lui qui est en train de se modifier. On dirait qu'il peut carrément modifier le temps, le code temporel, et le héros qui est justement par terre intimidé par la puissance du robot. Beaucoup plus antagoniste le robot dans cette couverture d'origine, je trouve, que l'édition française où c'est nous l'opérateur, quoi. Ça fait plus robot, il a moins une identité visuelle. Après, moi, c'est vrai que par exemple, dans la couverture américaine, on dirait que le robot marche. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, tandis que là, c'est ce que j'ai voulu dire par couverture de mecha, ouais, c'est comme un robot, voilà. Il prend une entité, ouais. Tandis que la couverture française, ça fait plus l'ordinateur de salon. En fait, la couverture française, c'est Daryl, on dirait, comme le film. En plus, le mec, il a le petit drapeau américain sur la manche, là. Et puis, Supercomputer, on dirait plutôt un gamin qui est devant un truc qui tout est possible, quoi. Il est pas dans sa chambre devant l'ordi en train de faire du code. L'ordinateur est déjà beaucoup plus évolué et déjà autonome, quoi. Et Fabien, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur ce livre ? Donc, moi, j'étais déçu, hein, franchement. Pour le dernier bouquin de la collection française, très 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 déçu. En tout, il y a 22 fins différentes. Bon, les fins, elles sont vraiment pas terribles. Hein, donc, une des fins, c'est donc Cora de l'ordinateur, donc il nous rend bien riche. Il nous a rendu bien riche, pardon. Et donc, du coup, on le fait travailler de plus en plus et on devient obèse et on est hospitalisé d'urgence. Voilà. C'est marrant, ça. Ouais, mais bon. Je sais pas, je trouvais ça. Et après, Corrad, il a ses circuits grillés à force d'avoir été trop sollicité. Voilà. Et en fait, une autre fin, c'est un malfaiteur qui vole Corrad et il le massacre à la hache. Et après, avant de se donner la mort. Ça sert à quoi ? Je sais pas. J'ai tué Conrad. Oh, putain. Et après, une troisième fin, bon, celle-là, elle est peut-être marrante. C'est vrai que des techniciens, ils ont pris Corrad, ils l'ont modifié, comme il était trop puissant. Et maintenant, il est plus bon qu'à proposer le jeu Pac-Man. Oh, mais c'est très Wargames. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une fin à la Harlan Ellison à I have no mouth but I must scream. Je sais pas comment c'est en français. Tu connais le titre français, Fred ? Je n'ai pas de bouche mais je dois crier, c'est ça ? C'est le titre d'un bouquin ? Ouais, c'est une nouvelle de Harlan Ellison. C'est l'histoire de la 3e guerre mondiale ou 5e. Et il y a tellement de choses à gérer que les pays créent un super ordinateur pour mettre toutes les informations dedans. Mais il se crée une propre identité, il trouve que les humains c'est des bons à rien, donc il explose tout le monde avec les bombes nucléaires, sauf 5 ou 6 humains qui gardent en cage et qui s'amusent à torturer, et donc bien sûr l'histoire c'est ces humains qui arrivent à s'échapper ou qui essayent de s'échapper et de tuer l'ordinateur. Non, ça me parle pas cette nouvelle. Une excellente nouvelle, hein, bien flippante, bien horreur, et d'ailleurs il y a eu un super jeu point and click dessus, quoi. Oh, c'est cool ça. Enfin voilà, j'essaye de finir en beauté, Fabien, parce que là, pauvre supercomputer, quoi, qui ne nous livre pas une histoire aussi trépidante que I have no mouth but I must scream. Même aux USA, il n'a pas été un grand succès. Le livre a connu une seule édition. Eh ben écoute, le livre il finira comme le méga ordinateur avec une hache, hein. Alors voilà, écoutez les aventuriers, les auditeurs, hein, Fred, Fabien, ça nous amène à la conclusion de cet épisode spécial pop culture sur les Choose Your Own Adventure. Mais Fabien, t'as pas mal de choses à nous dire quand même sur ce qu'il en est aujourd'hui des Choose Your Own Adventure. Bah oui, parce qu'en France, tout le monde l'a oublié, hein. Ça je le vois bien. Et moi j'avais vraiment envie d'en parler, donc parce qu'aux États-Unis, elle existe toujours. Puis elle est toujours aussi culte, hein, donc l'auteur en 2004, Montgomery, a fondé une maison d'édition qui s'appelle Choose Echo. Donc et on retrouve justement les rééditions des titres les plus vendus, ainsi que des nouveaux titres et aussi des nouvelles collections. Donc et encore pour les plus jeunes. Voilà. Et je vous conseille de visiter le site internet parce qu'on peut trouver justement plein de choses sur l'univers. Donc c'est www.cyoa.com. Donc on peut trouver, il y a même des t-shirts, des jeux de société. Alors je sais pas si Xavier tu les connais, si tu avais déjà joué. Je les ai tous les trois. Ils sont excellents. Et ils sont excellents. Ouais, pour vous en parler, même quand on se réunira tous les trois, il y a un Space Hulk qui nous attend, mais il y a aussi un Choose Your Own Adventure qui plaira à Fred, qui s'appelle Deep Space. Oh super, je veux jouer.
Et en gros, donc, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est des mini boîtes de jeux qui ont la taille des livres, en fait, des éditions américaines, mais qui sont juste épaisses, qui sont gros, parce que voilà, il y a un jeu à l'intérieur. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est une maison hantée, et ça se joue à plusieurs. On a carrément des items, il faut naviguer la maison. Ça se joue avec des petites dalles, dans des petits rectangles de quoi 5 sur 5 cm. Et puis, c'est des cartes qu'on flippe, donc ça nous amène une carte, ça nous permet d'avancer, de trouver des objets, de faire des choix. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros qui est en fait interactif en groupe. Ça, c'était le premier. Le troisième, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer et que Fabien, tu nous as posé une illustration ici qui est War with the Evil Power Master. Donc la guerre avec le seigneur, avec le maudit seigneur de tous les pouvoirs. Je pense si je fais une traduction vite fait. Qui, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais donc l'autre, le Deep Space D6. Donc D6, en fait, c'est les coordonnées spatiales sur une carte. Et c'est assez sympa parce que ça se joue soit tout seul ou soit en groupe. Et si on joue tout seul, en fait, on joue le seul, le capitaine survivant du vaisseau, sinon on est un petit équipage et donc il faut naviguer le vaisseau, il faut le remettre en route et après, une fois qu'on l'a remis en route, on pense que c'est la fin du jeu et non, on commence à explorer la galaxie. Donc j'ai joué solo et j'étais impressionné par le design du jeu, c'est très simple, pas du tout compliqué. Ça s'apprend rapidement et voilà, si vous êtes fan, moi je suis très très fan de jeux solo, même avant notre crise de quarantaine, hein. Et après voilà, c'est des choses parfaites, hein. Il y a plein de jeux maintenant qui se font en solo, hein. C'est plus du tout quelque chose de tabou, c'est absolument normal quoi de vouloir faire du jeu de rôle solo, mais vraiment très bien quoi, ces 3 jeux sont superbes. Alors il y a juste un petit truc pour les auditeurs là, ce que je raconte, donc le grand méchant de l'univers tout puissant et la maison hantée, ça c'est des officiels de Chusco, mais je crois que le Deep Space c'est fait par des amateurs, mais c'est absolument la même maquette et ça ressemble, mais c'est juste une autre maison d'édition. Donc je crois que sur Amazon Amérique, voilà, si vous êtes bilingue, vous pouvez le trouver facilement et je vous le conseille énormément. Puis on peut trouver aussi des applications pour les portables, ça s'appelle YouVenture. Voilà, donc, et puis le site internet, moi j'y suis allé il y a pas longtemps, il y a des petits jeux en ligne aussi, c'est très sympa, faut pas hésiter. Ouais. Et puis, si vous avez de la thune, ils font même des coffrets, nous on peut acheter 100 livres ou 50 livres d'un coup. Oui, voilà. Et puis il y a une très belle conclusion de Edward Packard qui dira qu'il est très fier donc justement de cette collection qui a donné le goût de la lecture chez les enfants et pour lui c'est la plus belle des récompenses. Voilà. Comment elle s'appelle cette collection, Fabien? J'allais le faire. Ninja. Ninja. Non, tu peux pas s'en sortir de ça là. Il faut que tu rends hommage à ce dossier. Je l'ai fait une fois, ça, il a droit une fois. Choose your own adventure. Ah bah c'est bon ça. C'est très bien, voilà. Parfait. Et puis donc, et je vous conseille sincèrement, si vous trouvez les bouquins, même si les couvertures, si c'est vraiment enfantin, n'hésitez pas, vous les prenez quand même parce que c'est vraiment très très bien. Puis des belles aventures, faut pas hésiter. C'est pas parce que le livre est vieux que les pages sont jaunes que l'histoire n'est pas bien. Non, c'est ça, c'est du young adult, hein, donc je sais pas, en français on dit que lecture jeune, mais sinon c'est toujours amusant à lire, c'est sympa, c'est divertissant, et puis comme je disais plus tôt, cathartique du côté où on retourne en enfance, on retourne en jeunesse, on s'éclate bien, quoi, c'est un super moment de plaisir, et c'est sympa parce que il y a tellement de fins possibles que ça se lit tellement vite aussi que c'est comme une petite partie de plaisir, quoi. Donc si vous êtes fan justement des jeux sur votre portable, tu sais, les jeux rapidos qu'on peut jouer vite fait 5 minutes et bam, eh ben, un Choose Your Own Adventure, c'est l'équivalent de ça, quoi. Vous prenez un Choose Your Own Adventure au hasard, boum, vous le lisez, ça se lit assez rapidement, et puis c'est vraiment amusant, c'est très sympa. Bon, bah écoutez, les auditeurs, merci beaucoup d'être restés avec nous. Hein. Fabien, bravo pour ce dossier, tu as vraiment créé... C'était super, merci. Ouais, merci, vraiment... ouais. Bien rempli, et puis t'as lu quand même 10 livres, quoi, donc c'est super pour faire ce dossier, on sent vraiment l'ambiance, et donc les coups de cœur de Fabien, voilà, pour ceux qui sont intéressés, Fabien, ton second, et puis après ton premier coup de cœur, donc deux seconds, c'était bien sûr le Qui a tué Édouard Balaruc, Oui. mais ton grand coup de cœur, pour ceux qui veulent découvrir les Choose Your Own Adventure, c'est... Ouais, c'est avec la tour, là, donc c'est... La malédiction de la tour. La malédiction de la tour, là, tout à fait, voilà. Donc, très très bien. Profitez-en s'ils sont en brocante. Et d'ailleurs, on va faire un grand coucou donc à nos auditeurs québécois qui nous écoutaient. Merci beaucoup parce qu'on sait que cette collection est beaucoup plus présente au Québec. Hein. C'est quelque chose qui a mieux cartonné qu'en France. Oui, il y en a pas mal et j'essaie de les collectionner. Bon, je les ai presque tous là. Il m'en manque 4 ou 5, donc voilà, j'arrive à les avoir, mais peu à peu.
Bah écoutez, si on a des auditeurs québécois et si vous avez quelques secondes à donner à Fabien, si vous les écrivez au podcast, c'est donc pdvelh@to-city.org. Voilà, si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des numéros que vous voulez soit offrir ou vendre à Fabien. Il sera peut-être intéressé, Fabien, non ? Bah moi, il m'en manque plus beaucoup, 4 ou 5, j'avoue que... Mais c'est vrai que, bizarrement, je les trouve plus souvent dans les sites américains que français ou canadiens. Ah non, mais écoute, c'est cool en tout cas. Et puis j'en profite pour faire un dernier appel pour Fabien et les auditeurs. Si vous avez le magazine Indiana numéro 3 et qu'il y a moyen qu'on puisse faire des photocopies ou que vous voulez bien nous le vendre, nous serons très très heureux de faire en sorte, parce que voilà, nous voulons conclure notre dossier sur ce mini-série de 3 magazines qui existaient en France. Mais bon, voilà, les gars, on conclut notre podcast là-dessus. Les Choose Your Adventure, c'était une superbe aventure et ça fait plaisir de reprendre un pop culture. Et donc, on va se retrouver la prochaine fois sur une saga de livres qu'on va enchaîner avec Fred. Et donc, d'ici là, écoutez tout le monde, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis, allez, à très bientôt. Salut tout le monde, ciao. À bientôt. Ciao, merci de votre écoute. Tchou tchous. Thinking that